Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette première table ronde de la journée, organisée par Socoopération et l'IDAP, l'Institut des Afriques, à Bordeaux, qui va porter cette première table ronde donc, sur la culture dans l'éducation aux objectifs de développement durable. Et plus largement, d'ailleurs, sur le développement durable. Nous parlerons de ce cadre spécifique que sont les objectifs de développement durable pour aborder donc la notion de développement durable sur laquelle nous reviendrons très certainement. Et dans un premier temps, nous parlerons plus spécifiquement d'éducation au développement durable, c'est-à-dire 2DD, selon l'acronyme entendu. Et par la suite, nous essaierons de voir de quelle manière la culture, et de quelle culture parlons-nous, de quelle manière la culture, en fait, peut être mobilisée dans cette éducation au développement durable. Alors, tout d'abord, évidemment, si on parle d'objectifs de développement durable, il est important de s'interroger sur le cadre de leur apparition et de leur mise en pratique. Alors, nous aurons le temps d'y revenir tout à l'heure, elle date de 2015, nous parlons d'agenda 2030, donc il s'agit d'un horizon qui maintenant se rapproche à grand pas, n'est-ce pas, mais qui est donc prévu sur une quinzaine d'années, qui fait suite aux objectifs de millénaire pour le développement, donc de 2000 à 2015, et donc là nous sommes donc de 2015 à 2030. Alors quelles sont les grandes différences en fait entre les ORD et les ODD? C'est d'une part effectivement que les ORD étaient quand même très centrés sur les pays dits traditionnellement, même si on peut tout à fait critiquer cette exception-là, cette désignation-là de pays du Sud. Donc on était très proche en fait du vocabulaire du développement. Les OMD ne concernaient les pays du Nord qu'en tant que transfert de compétences, d'argent, etc. Mais n'étaient pas concernés en premier chef par les cibles, en fait, par les objectifs. Aujourd'hui, on a un cadre qui peut paraître quand même très intéressant avec les ODD, puisque les ODD ont la particularité de concerner absolument tous les pays. Donc si on reprend donc, cette terminologie, pays du Nord comme pays du Sud. Donc sachant d'ailleurs que si on rentre un petit peu dans les détails, les pays du Nord sont non seulement très concernés par ces ODD, mais on pourrait même dire sont encore plus concernés par les ODD, puisque encore plus loin des cibles à atteindre de par leur prospérité économique relative. Voilà, donc la deuxième chose, c'est qui est très intéressante aussi dans les ODD, c'est effectivement qu'ils sont le fruit d'une concertation très longue et très large, avec des parties prenantes qui défendent des enjeux tout à fait différents, que ce soit des syndicats, des associations, mais aussi des entreprises, des gouvernements, etc. Donc toutes les dimensions sont prises en compte. Et comme nous verrons, les ODD sont vraiment l'objet d'un consensus assez large. Et par la suite, effectivement, ce qui est très important aussi de noter, en fait, c'est que les 17, puisqu'il y en a 17 objectifs de développement durable, ont la volonté de ne surtout jamais les considérer en silo, de façon indépendante, même si malheureusement, effectivement, nous en discutions tout à l'heure, le fait de les considérer comme ça, 17 les uns après les autres, pourrait amener effectivement à les considérer de façon cloisonnée. C'est surtout l'écueil à éviter. Il faut absolument les considérer dans leur transversalité, sans quoi ils perdent finalement leur intérêt. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de l'ODD 17, qui insiste sur les partenariats. Voilà. Donc maintenant, je vais présenter nos invités. Donc Hervé Cazenave, qui est directeur de l'IRAN Nouvelle-Aquitaine, et je vous laisserai présenter vos activités juste dans 2 secondes. Dès que j'aurai fini de présenter Tiffaine Arvin, qui représente le RADSI, qui va se présenter également, et j'en profite avant de laisser la parole pour qu'il se présente, d'excuser malheureusement l'absence de Nathalie Boiswige, qui est donc directrice du lycée Edgar Morin, liée à Darwin, et puis de Climax, aussi du festival Climax, et qui, pour des raisons bien indépendantes de sa volonté, ne peut être là cet après-midi. Voilà, qui devait nous parler
nous aurons peut-être le temps pour d'aborder la question justement de l'éducation au développement durable dans un cadre scolaire, puisqu'il s'agit effectivement d'un lycée. Alors, dès maintenant, donc, Hervé Cazenave, est-ce que vous pouvez présenter votre structure qui est donc le GREN Nouvelle-Aquitaine? Oui, je peux le faire. Bonjour, merci. Donc, le GREN Nouvelle-Aquitaine est une association dont l'objet est d'animer le réseau régional d'éducation à l'environnement. Donc, c'est une association qui regroupe une centaine de structures adhérentes, des structures qui font de l'éducation à l'environnement, leur métier, ou qui font de l'éducation à l'environnement dans leur métier. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure un peu si on pose quelques jalons historiques des mouvements d'éducation à l'environnement qui peuvent nous aider aussi à comprendre et avoir une lecture un peu de la culture et de la manière dont la culture a été abordée dans le champ de l'éducation à l'environnement. Donc le GREN Nouvelle-Aquitaine, comme toutes les têtes de réseau, est une association qui développe à la fois des projets d'information, de sensibilisation auprès des publics, qui organise des temps de rencontres et d'échanges, de mutualisation entre les acteurs de l'éducation à l'environnement. Et c'est aussi a aussi une mission autour de la formation professionnelle en organisme de formation. Voilà. Et dans ces missions aussi, le GREN Nouvelle-Aquitaine anime un certain nombre de dispositifs pédagogiques à l'intention de différents publics. Je pense qu'on parlera aussi des différents publics cet après-midi. Hein. Donc, des publics scolaires. Alors, si on parle des ODD, on va dire c'est sans doute le plus connu, c'est un dispositif qui s'appelle Mondifi pour demain et qui est un dispositif de sensibilisation aux objectifs de développement durable des collégiens et lycéens de Nouvelle-Aquitaine. C'est je sais pas si on en parle. Hein, voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, le métier du GREN Nouvelle-Aquitaine, c'est de développer des projets auxquels participent l'ensemble des acteurs du réseau et les acteurs de terrain de l'éducation à l'environnement. Très bien, je vous remercie. Tiffany Margot, pour le réseau. Alors, nous sommes un réseau régional aussi d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Donc, on est le pendant sur la dimension éducation à la citoyenneté mondiale, ce qui a longtemps été appelé en France, ce qui s'appelle d'ailleurs en France l'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale. On regroupe une soixantaine d'associations et de collectifs, effectivement, qui sont membres du réseau, et on travaille justement dans l'idée que le réseau doit être un acteur au service de ses membres, mais je pense que ça c'est un petit peu la fonction de toutes les têtes de réseau. Et donc on a aussi des fonctions d'information, des fonctions de formation, des fonctions de montage de projets avec nos membres. Et juste pour, puisque c'est une des questions qu'on va aborder aujourd'hui sur quels sont les publics, on travaille par exemple sur un public lycéen de concours d'éloquence sur les objectifs du développement durable. Et on est amené à travailler justement sur aussi comment cette éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire trouve une place aujourd'hui dans ce débat sur les objectifs du développement durable. C'est un des gros enjeux aujourd'hui pour nous. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, donc on va commencer par la première partie de questions, en fait, qui vont plus proprement, à proprement parler, se concentrer sur l'éducation au développement durable. Tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'éducation au développement durable et de quelle éducation? Puisqu'effectivement, on peut aussi bien parler d'éducation dans le cadre scolaire que d'éducation populaire ou, selon la terminologie européenne, dans le jargon européen, on parlait d'éducation informelle. Voilà. Donc en fait, certainement que l'éducation au développement durable se pose différemment selon qu'il s'agit effectivement de ce cadre scolaire ou extrascolaire. Et comme je sais que vous deux intervenez dans les deux cadres, alors j'ai oublié de préciser pendant l'introduction qu'en l'absence de Nathalie Bouaouige, il m'a été proposé, c'est un rôle un petit peu hybride, on va dire, donc je suis à la fois modératrice de cette table ronde et je participerai également, puisque je parlerai justement d'un projet européen que nous venons de mener avec notre structure TILab, un projet qui s'appelle Ecocito, et qui a trait justement à une lecture critique, une lecture assez libre des objectifs de développement durable auprès de jeunes entre 13 et
Et nous avons également travaillé dans le cadre scolaire et extrascolaire. Et donc, dès maintenant, Hervé, est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce différentiel un petit peu entre les types d'éducation, avec les possibilités que cela offre, mais également les contraintes peut-être que cela impose, et l'évolution aussi peut-être dans le temps, comment cette éducation développement durable évolue. D'accord, on a 4 heures. Ouais. Super. Il faut au moins ça là. Non, c'est une question très très vaste. Pour commencer, voilà, peut-être pour parler de l'éducation à l'environnement pour un développement durable, je dirais que historiquement, c'est un mouvement qui est né de la rencontre des associations de protection de la nature, des associations d'éducation populaire qui voulaient mettre de l'environnement, de la nature dans leurs projets éducatifs, et puis aussi d'enseignants qui voulaient utiliser l'environnement comme un support pédagogique. Voilà, c'est donc dans quelles années là, on est dans les années 70, hein, 1976, première et unique loi sur la protection de la nature. Enfin, c'est pas vrai, pas unique, mais 1er juillet 76, grande loi sur la protection de la nature qui instaure les réserves naturelles, qui fait le constat aussi d'un besoin de protection de l'environnement dans les projets d'aménagement et d'urbanisation. C'est aussi la première génération qui a vécu essentiellement en ville après les exodes ruraux de la après la Deuxième Guerre mondiale, hein, tout le monde quitte les campagnes pour aller travailler en ville. Et 70, c'est les premières générations qui n'ont vécu qu'en ville, qui n'ont pas forcément de famille à la campagne et qui c'est les premières déconnexions à la nature. Hein, donc c'est important. C'est pour ça aussi que les associations d'éducation populaire s'emparent de cette question-là pour remettre un peu de la nature dans les projets éducatifs. Et les enseignants pour faire des leçons de choses et pour amener les enfants, notamment les enfants des villes, voilà, à découvrir la nature autrement que par les muséums d'histoire naturelle, même si c'est des endroits fabuleux, voilà, qui sont un peu, qui présentent une nature un petit peu figée. Je sais pas, on pourra revenir là-dessus, mais c'est intéressant, hein, cette question du muséum, parce que là, on est dans une on en parlait tout à l'heure, hein, dans la culture des cabinets de curiosité des 16e, 17e siècles, etc., d'une nature exposée. Et là, vraiment, les mouvements d'éducation à l'environnement, c'est déjà on parle d'initiation à la nature jusque dans les années 70, et après, on parle d'environnement pour mettre l'homme, le citoyen, au cœur des problèmes. Ça, c'est un peu essentiel. C'est-à-dire que il n'y a pas dans le muséum là, on observe la nature à travers des vitres. L'idée de la question de l'éducation à l'environnement, c'est de participer à son environnement. Voilà, donc c'est une histoire importante. Et je pense que dans l'éducation à la citoyenneté, ça a tout son micro en direct, parce que je crois que le mien fonctionne qu'à moitié. Merci. Voilà. Donc je disais oui donc prendre part, regarder, observer, comprendre et être acteur. C'est vraiment les éléments essentiels et les ressorts de l'éducation à l'environnement. Hein. Si on fait un bond dans le temps, alors, comment qualifieriez-vous justement l'évolution sur les 10-15 dernières années? Voilà, c'est ça. Comment on arrive aux ODD en passant par la notion durable, de Brundtland, etc. Et puis de cette prise en compte des questions du développement durable, de ces 3 piliers, puis de ces 5 finalités. Et ce qui est intéressant, c'est que les acteurs de l'éducation à l'environnement se sont emparés des enjeux et des questions de développement durable très rapidement. Même pendant un temps, ils ont été identifiés comme les interlocuteurs naturels.
de cette éducation au développement durable, dans une sorte de confusion entre développement durable et environnement. Hein, c'est dans les années 2005, on était clairement dans cette confusion-là, et du coup, on a un certain nombre de structures d'éducation à l'environnement qui étaient sur toutes les problématiques environnementales, que ce soit biodiversité, que ce soit déchets, énergie, transport, etc. Voilà, se sont emparés de la question du développement durable. Et on commençait à parler d'éducation à l'environnement pour un développement durable, vers un développement durable, voilà, intégrant de fait la dimension sociale et la dimension économique dans leurs projets et dans leurs propos pédagogiques. Voilà. Et tout naturellement, quand on a défini les objectifs de développement durable, ces structures, les structures de nos réseaux, se sont retrouvées beaucoup plus à l'aise dans les ODD et leur définition. Comme vous le disiez tout à l'heure dans la présentation, non pas que ça leur permettait de reprendre leur place sur l'ODD, je sais plus les numéros, je connais pas les numéros par cœur, moi désolé, je suis désolé, je le dis devant tout le monde. J'assume. Ah, on est deux, super. Dans le public aussi. Donc, que sur les ODD concernant la biodiversité, les espaces, la conservation des ressources et la préservation, mais bien de l'ensemble des ODD, pris 2 à 2, 3 par 3, etc. Sachant que, comme on disait aussi tout à l'heure, la question de la transversalité et de l'objectif 17 doit être systématique dans la prise en compte de ces projets de sensibilisation aux ODD. Moi, je pense que c'est essentiel. L'idée, c'est pas de tous les cocher, loin s'en faut, qui trop embrasse mal étreint. Hein. Mais par contre, cette question de la transversalité et de la connexion entre les objectifs, je crois que c'est vraiment là le cœur de notre mission pédagogique. C'est pas de former des gens complètement affûtés sur la question de la biodiversité, de son histoire et de son évolution, même si c'est fondamental. Je veux pas forcer les gens du muséum, mais c'est pas notre rôle à nous. L'enjeu éducatif qui est le nôtre, c'est bien celui-là, c'est de créer les ponts entre toutes ces problématiques. Et là, les ODD nous y aident beaucoup. D'accord. Et si on en revient donc à ces questions d'éducation, est-ce que vous intervenez de la même façon, puisque vous êtes plus proche peut-être, vous allez me dire si je ne me trompe pas, de l'éducation populaire dans vos approches, est-ce que vous intervenez de la même façon dans le cadre scolaire et extrascolaire, ou est-ce que vous avez justement des approches différentielles? Alors, scolaire et extrascolaire, ça veut dire qu'on parle que des enfants, pour l'instant. Ah oui, tout à fait. J'ai oublié les adultes, vous avez raison. Alors, vous parlez des adultes également. Voilà, donc il y a ouais, c'est pareil. Là, on a 5 heures là. Bon, évidemment. Alors, c'est pas comme ça que je le définirais. Je pense que il y a un mode d'intervention avec ce qu'on appelle les publics captifs. Et puis un mode d'intervention avec les publics plus fugaces, volatiles. Merci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'on soit avec un public scolaire, avec un groupe d'adultes, mais déjà constitué, la construction pédagogique qu'on va pouvoir proposer n'est pas la même qu'avec le grand public qui circule sur la place des Quinconces et qu'il faut interpeller entre 2 minutes et 3 quarts d'heure si on arrive à les intéresser. Le public déjà construit, le public captif, finalement, il est demandeur. Il vient, il est en formation, c'est un groupe d'amis qui a décidé de faire une sortie de découverte de la nature, du patrimoine, etc. Les ressorts pédagogiques, en fonction de la situation dans laquelle va se trouver le public, vont être un peu les mêmes. C'est-à-dire, on est sur un temps de loisir, donc on construit une séance largement basée sur la curiosité pour intéresser les gens et faire passer des messages sur les ODD de façon efficace, mais le plus fluide possible. Il peut y avoir, dans le cadre scolaire, notamment avec les lycéens, je parlais de mon défi pour demain tout à l'heure, où on est quand même sur quelque chose de plus
On va chercher à faire passer des notions. On est sur une démarche un peu notionnelle, d'acquis notionnel, et donc les enseignants vont nous demander qu'il y ait un certain, entre guillemets, résultat dans l'intervention, même si c'est pas notre métier de se substituer à l'enseignant, mais c'est de proposer un regard différent sur les objectifs du développement durable. Mais on est avec un public, encore une fois, qui s'attend à ce qu'on parle avec lui de ces questions-là. Pas forcément de la manière dont je le fais, mais en tout cas qui s'attend à en parler. Et puis, il y a le public qui, lui, est pas du tout captif et qu'on va chercher à interpeller avec une exposition, avec un stand dans un marché, et là où on va essayer d'aller chercher les gens qui s'y attendent pas et qui sont nos concitoyens. Et là, c'est un autre enjeu. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans une démarche de sensibilisation au sens large. Et là, il faut quand même développer un certain nombre de stratégies d'animation, voire quelquefois de communication, pour interpeller ce type de public. Et donc, moi, la différence, je la fais là. Mais effectivement, c'est pas les mêmes outils pédagogiques qu'on va utiliser avec des jeunes et avec des adultes, mais on est dans la même démarche éducative. Et puis, il y a cette partie de complètement ouverte où on va essayer de marauder et d'attirer les gens aux problématiques qui nous intéressent, et en l'occurrence des ODD. D'accord, merci. On va le voir avec différents mais j'ajouterais peut-être une petite nuance, c'est-à-dire que dans ce que vous appelez public captif, on pourrait qualifier évidemment le public scolaire de captif, on touche effectivement aussi des jeunes finalement qui n'ont pas décidé de participer au dispositif. Et donc on est encore dans une troisième voie. C'est-à-dire ils sont captifs mais ils n'ont pas décidé d'être là. C'est ça. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet que nous avons mené et dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement de ça dont il s'agissait. C'est-à-dire on a à la fois le temps long et pour autant, c'est ça. Nous ne sommes pas face à des jeunes qui ont décidé d'être là et qui sont nécessairement intéressés d'être là. Ah ben complètement. Voilà. Là c'est là. Ouais. Comme vous disiez tout à l'heure, un groupe constitué sur la base du volontariat qui serait déjà intéressé par la thématique et qui aurait décidé donc de se fédérer pour assister à une formation ou une intervention. Tiffany. Alors je sais pas. Enfin, voilà. Voilà. Vous pouvez effectivement zoomer. Il y a énormément de choses qui sont communes à l'éducation, enfin à nos deux éducations, et en particulier ce socle commun qui est l'éducation populaire et qui donc tout ce que je vais dire est assez complémentaire de ce qui a été dit, mais je vais justement essayer d'appuyer sur des éléments un petit peu qui n'ont pas été déjà dits, mais je crois qu'ils sont partagés. Comme par exemple dans les éducations qu'on peut être amené à mener, il y a la question de comment est-ce qu'on place finalement l'expérience vécue au cœur du savoir et de l'apprentissage. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement important pour nous qui sommes sur ces questions de citoyenneté mondiale et de solidarité internationale, parce que on peut avoir un contact directement avec justement la nature qui nous environne. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un contact avec les problématiques auxquelles peuvent être amenés à vouloir se confronter les acteurs de la citoyenneté mondiale et solidaire, qui peuvent être justement les différences de riches d'accès à la richesse, les différences de la pauvreté, la migration, l'accès aux droits. Et donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficilement palpables. Et donc, c'est pour ça, c'est aussi intéressant de se dire comment est-ce qu'on... Oui. Donc on s'appuie aussi beaucoup là-dessus pour en éducation à la citoyenneté mondiale, c'est le passage par le ressenti. C'est comment est-ce qu'on développe des outils pédagogiques qui nous permettent finalement de faire ressentir à l'intérieur et par rapport à l'histoire d'un jeune ou d'un jeune, justement, parce que ça se fait aussi sur des espaces publics. C'est comment on fait pour passer par le vécu, pour être en capacité ensuite d'être dans l'analyse, et avec cette analyse de pouvoir se projeter dans quelque chose qui est plus lointain. Donc ça, c'est déjà un élément fort. Un autre élément que je pense qui est complémentaire aussi chez nous, c'est la question du travail qu'on fait, par exemple aujourd'hui dans l'éducation nationale ou avec la DRAF aussi sur les lycées agricoles, parce que ça c'est aussi peut-être un point à aborder sur l'éducation n'est pas homogène. Donc on a aujourd'hui énormément
modes d'enseignement qui peuvent être développés depuis des années dans l'enseignement agricole, par exemple, dans l'enseignement professionnel ou dans l'éducation nationale, les filières générales. Donc ça, c'est... Merci. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un autre élément qui fait qu'on est obligé d'adapter un petit peu les outils pédagogiques, les démarches pédagogiques. Et l'élément que je voulais ajouter par rapport à ça, c'était le travail de plus en plus important demandé par les établissements et par les enseignants pour justement s'approprier les outils de l'éducation populaire. On se rend compte que les enseignants se rendent compte de la limite qu'ils ont aujourd'hui dans le cadre scolaire à développer des techniques pédagogiques descendantes, avec des enseignants qui sont face à des élèves de plus en plus réticents, de plus en plus complètement fermés à ces méthodes. Et donc, ils sont en demande d'être aussi, eux, en capacité de changer de posture. Et c'est vrai que nous, on le vit de façon particulièrement importante avec notre projet d'éloquence, là, sur les objectifs du développement durable, où les enseignants sont accompagnés pendant plus d'une dizaine d'heures avec des associations. Et un des éléments qui ressort au-delà de la question de l'acquisition de notions sur les objectifs du développement durable, de la posture de l'élève par rapport à l'éloquence qui lui permet de d'être plus à l'aise dans la prise de parole. Un des éléments aussi très intéressants qui revient, c'est la question du lien entre les élèves et les enseignants qui se modifient complètement parce que la posture de l'enseignant a été modifiée. Et aussi, et c'est ça aussi qui est un élément pour nous très important en tant que tête de réseau, c'est la modification qui se fait aussi entre l'enseignant et l'association, qui ont une habitude de travail avec beaucoup plus de co-construction, et ça c'est assez nouveau pour un certain nombre d'enseignants, et aussi entre finalement l'association et le jeune, qui va découvrir le milieu associatif complètement différemment. Donc c'est vrai que ce sont des démarches qui évoluent beaucoup et en particulier en ce moment où on se rend compte que il y a beaucoup de questionnements autour de l'éducation en général, sur l'éducation formelle, et donc il y a de plus en plus de porosité et on travaille même avec l'université. On a un projet interfilière avec plusieurs filières universitaires où on a des universitaires qui nous disent les outils de l'éducation populaire nous intéressent aussi. Pour nous qui sommes sur du supérieur avec des étudiants en licence ou master. Donc je pense que en complément de ce qu'a dit Hervé, cette modification aussi très importante dans l'éducation, ça peut être ça. Et moi je voulais juste revenir parce que c'est vrai que par rapport à la question de l'histoire, je pense qu'il y a un élément qui me semble important justement pour positionner la complémentarité de nos éducations. En France, on a eu tendance à utiliser le mot éducation au développement durable dans un espèce de fourre-tout, dans lequel il y avait en gros une thématique qui était le développement durable. Mais ça ne correspondait à personne. C'est-à-dire que ça n'a, d'ailleurs, on le voit, le GREN se définit comme un réseau d'éducation à l'environnement pour le développement durable. Le RADSI serait défini comme un réseau d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Mais effectivement, dans une démarche de développement durable. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et je voudrais juste revenir sur cet élément-là parce que il est fondateur des ODD, c'est-à-dire que dans le texte des ODD et dans les objectifs 4, l'ONU définit 2 éducations, mais avec une acception internationale, et je vais arriver sur l'atterrissage français, mais il définit 2 éducations qui permettent la réalisation des objectifs du développement durable. L'éducation au développement durable, au sens où il est entendu au niveau international, qui est une éducation effectivement beaucoup plus penchée et portée sur les questions environnementales, et une éducation à la citoyenneté mondiale qui, elle, est portée beaucoup plus sur les droits humains. Et on a tendance, effectivement, en France, et ça a été dit aussi par Hervé, on a tendance en France à entendre derrière développement durable, même si on voudrait que ça change, c'est encore beaucoup le cas, on entend derrière éducation au développement durable, éducation à l'environnement, éducation au changement climatique, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie difficulté parce que la transcription française des ODD, elle ne parle que d'éducation au développement durable et donc elle sème elle sème le trouble, quoi, parce qu'on a l'impression qu'on pourrait tout loger derrière éducation au développement durable et qu'il y aurait un acteur qui serait compétent pour intervenir sur tout. Ce qui est effectivement pas vrai et pas souhaitable. C'est comme si on disait qu'en éducation, dans un établissement scolaire, on a plusieurs matières et les matières sont complémentaires, elles doivent s'intercroiser et elles s'interpénétrer, mais elles sont différentes et elles ont des identités différentes. Et je pense que c'est la diversité, la variété des éducations qui va permettre aussi de couvrir la diversité des objectifs du développement durable. Il y a 17 objectifs du développement durable, ils doivent être traités de façon insécable, et la question c'est comment on fait. Et si on prend qu'une entrée, on se retrouve piégé justement par cette entrée encore en silo. Je vois que vous avez envie de réagir, alors
Non, j'avais envie de réagir avec oui, parce que ce que vous disiez fait beaucoup écho à ce qu'on a pu vivre à travers le projet, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, plutôt dans la deuxième partie, puisqu'il a touché aussi beaucoup à la dimension culturelle. Et effectivement, ne serait-ce que sur cette dimension des publics, c'est ce qu'on a pu observer, c'est tout l'intérêt effectivement de faire de l'éducation non formelle, de faire de l'éducation populaire dans le cadre scolaire. Il y a une attente très nette, je suis absolument d'accord avec vous, sur le fait qu'il y a un renouvellement nécessaire et qui est tout à fait ressenti par les enseignants, qui est dit, qui est manifesté de façon très claire par les élèves. Mais effectivement, le cadre institutionnel parfois pose encore des soucis. Pour ce qui était de notre projet, en fait, la crainte essentielle, parce que vous parliez de 10 heures, c'est ça par groupe 12 heures. 12 heures, c'est ça. En fait, 12 heures, c'est quand même certainement négociable, on va dire, sur une année. Donc, il s'agissait de venir 3 heures chaque semaine pendant toute l'année. Donc là, vous voyez, c'était dans un lycée professionnel de Mérignac, au lycée d'Assaut. Là, effectivement, ils ont été extrêmement conciliants. Ils ont essayé d'ouvrir justement leur cadre qui était contraignant. Par exemple, on intervenait auprès de terminales qui passent le bac, en plus dans une classe extrêmement contrainte, un niveau très contraint. Et donc là, voilà, tout est là. Mais c'est vrai que l'énorme avantage, évidemment, d'intervenir dans ce cadre-là, c'est d'avoir un public qui, de toute façon, est là. Et donc, captif pourrait être une dénomination, une qualification qui pourrait être vue péjorativement, mais on l'a plutôt vu de façon très positive. Ça nous a permis d'intervenir sur le long terme, d'approfondir les choses, et aussi de toucher un public qui ne serait jamais vu dans un autre cadre, qui vient passer un bac professionnel à vocation justement, c'est ça, professionnalisante, apprendre un métier pour ensuite quitter justement le système scolaire. C'est presque le dernier barreau de l'honneur. C'est la dernière année où on pourra apprendre autre chose peut-être que son métier. Et là, finalement, c'est une ouverture, pouvoir aborder des sujets qu'on peut ou pas aborder, ou les aborder différemment, et les aborder comme ça sur le temps long, en approfondissant le temps, c'était finalement une occasion rêvée de pouvoir intervenir. Et d'ailleurs, voilà, les résultats sont plutôt probants. Voilà, bon, après je reviendrai sur les actions qu'on a pu mener. Moi, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est justement sur la perception qu'on a sur ces dernières années. En éducation populaire, on parle beaucoup de la posture de l'animateur. Et on était confronté à la posture de l'enseignant. Effectivement, l'enseignant qui dispensait un savoir et qui avait appris finalement que son rapport avec les élèves était dans cette posture-là. Et au départ, quand on commençait à intervenir avec les établissements scolaires, on avait souvent des enseignants qui, justement, acceptaient de recevoir des associations, donc des intervenants, mais qui disaient, moi, je ne peux pas me substituer à l'animateur. Je suis dans une posture qui est une posture, justement, d'apprenant. Et donc, je ne peux pas devenir un animateur qui est dans une posture de facilitation de la construction du savoir. Et donc, là où on voit des éléments très importants de modification louche dans le milieu enseignant ces dernières années, là, ces quelques dernières années, c'est que les enseignants acceptent de changer de posture et acceptent finalement qu'ils ne sont pas uniquement, bien sûr qu'ils doivent conserver cette question de la transmission du savoir, mais ils sont aussi en capacité de se dire, ce savoir, je peux le transmettre, je peux aussi le co-construire. Et c'est ça où on voit vraiment des évolutions très importantes chez les enseignants, parce que ça nécessite aussi que eux fassent l'apprentissage de nouvelles techniques, justement, d'éducation, de nouvelles techniques, de nouveaux rapports avec leurs écoles et avec pas leurs écoles, mais avec leurs élèves. Et ça, c'est vrai que c'est aussi très intéressant. Et ça demande aussi, on parlait de la formation, ça veut dire qu'il y a aussi de plus en plus d'enseignants. Ça fait nous une dizaine d'années qu'on porte une formation qui mélange à la fois des enseignants et des associations justement d'EXI. Et c'était déjà quelque chose qui était très intéressant à voir. Mais par contre, on constatait que les enseignants nous disaient, bah oui, mais la difficulté, c'est que moi, je suis dans une posture de transmission, comment je fais? Et maintenant, on voit clairement des enseignants qui viennent en disant, bah, je veux, moi, m'approprier les outils pédagogiques que vous avez développés et je veux pouvoir les mener. Comment je fais pour justement changer de posture tout en restant l'enseignant qui est à l'intérieur de l'éducation nationale ou de l'éducation agricole? Oui, effectivement, il y a un désir très fort, je pense, chez beaucoup d'enseignants de renouveler aussi leurs approches, de pouvoir sortir de ce carcan un petit peu traditionnel, on pourrait dire. Alors, donc, en fait, dans votre approche, si j'ai bien compris, effectivement, l'enseignant est des parties prenantes,
jouait vraiment le rôle aussi que pouvait jouer l'animateur également, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... C'est-à-dire, alors, au départ, c'est plutôt, enfin, je veux dire, quand on arrive et quand on débute un projet, la première année, ils sont de côté. Par contre, assez rapidement, ils se rendent compte que ça commence à faire bouger des lignes avec leurs élèves et avec les associations et avec des collègues. Ça fait bouger un peu beaucoup de lignes. Et on a parce qu'on en est à la 3e édition, là. Sur la 3e édition, les établissements qui sont avec nous depuis longtemps, maintenant, ils arrivent déjà avec des enseignants qui se sont appropriés les outils pédagogiques et qui sont en capacité et qui ont envie justement de nouveaux outils pédagogiques. Et ça pose aussi la question finalement de la place, nous, de nos réseaux, de nos associations, qui jusqu'à maintenant étaient beaucoup plus en intervention directe et donc avec nous, notre capacité et on a amené à la fois les outils et les thématiques, et que de plus en plus, effectivement, on a des enseignants et on a des formations qui amènent à ce que nous, on va maîtriser plus toute la question, le corpus théorique autour de la solidarité, de la citoyenneté mondiale, et on va partager les outils avec les acteurs, avec les enseignants ou avec les animateurs jeunesse. D'accord. Oui, juste un petit mot là-dessus, parce que je partage complètement ce que vient de dire Tiffaine sur tous ces aspects-là. Je voulais juste rajouter une chose sur la question de l'éducation populaire. En fait, comment dire, on revient à l'éducation populaire et je pense que le développement durable et les démarches de développement durable y ont fortement contribué. L'éducation populaire, c'est pas une jeune histoire, hein, et c'est la formation pour et par tous, tout au long de la vie. Et ça existe depuis Condorcet, depuis le 19e siècle. Et je pense que chemin faisant, on a commencé à parler, on finissait par parler d'éducation populaire quand on parlait des grands mouvements d'éducation populaire, dont, on va dire, la partie émergée de l'iceberg ou de l'activité, c'était les centres de loisirs, les formations BAFA, etc. Mais pour moi, l'éducation populaire, c'est bien plus que ça. C'est bien la formation de tous les individus et à tous les âges de la vie. Et je pense que quand on a commencé à s'intéresser aux démarches de développement durable, on a repris des outils, des vieux outils, des CMA, des vieilles maisons d'éducation populaire, parce que on a remis aussi au goût du jour la démarche participative. Un agenda 21, une démarche d'éducation populaire, ça doit se faire avec l'ensemble des participants et il faut faciliter l'expression de tous. Et ça, c'est revenu au cœur des pratiques pédagogiques. Et Tiffaine le disait, y compris au cœur des pratiques de formation et des formations d'adultes. Donc on a vu réémerger les vignettes adhésives repositionnables, pour pas faire de pub pour 3M. On a revu tout un tas de choses autour des métaplans, etc., qui sont des très vieilles méthodes, mais qui ont repris une nouvelle vie, y compris dans les bureaux d'études très sérieux, etc., qui accompagnent des entreprises tout aussi sérieuses sur les questions de développement durable. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que vraiment, l'éducation populaire a trouvé un second souffle dans ces démarches participatives. Et là, vraiment, on est au cœur du projet éducatif des questions de développement durable, voilà, qui, je partage complètement ce qu'a dit sur le fait que personne n'est dépositaire de cette éducation, mais on est tous contributeurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en plus, vous avez parlé de transmission. Ça me fait penser, je le cite souvent, à un anthropologue qui s'appelle Tim Gold, qui a écrit justement sur l'éducation et qui insiste. Alors, ça pourrait paraître comme une tarte à la crème, mais il le détaille de façon assez inédite et intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, l'éducation, il ne voit pas l'éducation comme une transmission, mais plutôt comme une attention réciproque, en fait. Alors oui, c'est effectivement une tarte à la crème de parler de l'expertise, de l'usager ou expertise de l'élève, etc. Et plus largement, justement, ce n'est pas une attitude marketing, c'est vraiment ce qui prône, en fait, c'est une véritable attention, une véritable rencontre, et que ce n'est que dans cette relation qu'on peut apprendre, finalement. Que quand il n'y a pas relation, quand il y a, vous parliez tout à l'heure de vision un petit peu, de conception un peu traditionnelle de l'enseignement, justement, de façon très descendante,
effectivement, l'élève ne se sent pas concerné, ne se sent pas forcément écouté. D'ailleurs, il n'est pas forcément écouté. Après, les façons dont, comment dire, au niveau démographique, déjà, une classe, c'est beaucoup d'élèves. Donc, difficile de pouvoir leur accorder toute l'attention nécessaire, de pouvoir rentrer en contact avec chacun. Si un a rencontré des problèmes personnels, par exemple, la veille, est-ce que l'enseignant est à même de pouvoir en tenir compte pour pouvoir savoir s'il est apte aujourd'hui à suivre un enseignement, à y participer, etc. Tout ça, ça pose toutes sortes de questions, effectivement. Et j'en reviens d'ailleurs à notre projet qui était centré sur une thématique qu'on essaie de développer dans notre association TILab, qui est celle de la citoyenneté justement par le soin et l'attention. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de citoyenneté, parce que c'est vrai qu'il y a une injonction aujourd'hui à la participation citoyenne et également à toutes les thématiques sociales, environnementales, au fait qu'il faut participer, etc. Il faut s'y intéresser. Et on voit bien que toute une frange de la population assez importante, finalement, a beaucoup de mal à s'emparer de ces thématiques-là, à se sentir concernée, peut-être éventuellement, à force d'en parler dans les médias, etc., savoir que oui, effectivement, ce sont des thématiques importantes, mais de quelle façon on se sent proche de ces thématiques, ça c'est tout à fait autre chose, en fait. Et de finalement ramener l'idée que Cynthia Fleury, la philosophie Cynthia Fleury développe, qu'il n'y a pas de citoyen si on n'est pas sujet, si on n'a pas pu se situer en tant que sujet, c'est-à-dire le terme philosophique pour parler d'individu, finalement, pour construire des individualités. Et s'il n'y a pas d'individu constitué, comment peut-il y avoir une citoyenneté, en fait? Comment peut-on se projeter dans la société? Comment peut-on se projeter dans l'intérêt du bien commun? Voilà, c'est un préalable, effectivement, sur lequel on a essayé de vraiment travailler, c'est-à-dire ne pas parler, effectivement, de gestion des déchets ou d'économie d'eau, non, partir vraiment de la base, c'est-à-dire de ce que sont les gens, de ce qui les porte, de ce qui les intéresse aussi, et ensuite pouvoir petit à petit aller vers ce qui fait humanité, en fait. Bon, je reviens sur notre... On va d'ailleurs aborder, parce que le temps passe, et je suis un très mauvais maître du temps, parce que je n'ai pas pris mon téléphone portable pour regarder l'heure. Donc j'espère être... voilà, parfait, très bien, merci beaucoup. Donc nous allons aborder la deuxième partie de cette table ronde, c'est-à-dire celle qui a plus davantage trait à la culture. Et comme nous le disions tout à fait au départ, c'est-à-dire quelle acception de la culture peut-on retenir? Parce que c'est vrai qu'en Occident, on a quand même tendance quand on parle de culture, on a quand même tendance à penser patrimoine, expression culturelle, expression artistique, mais et encore pas n'importe lesquelles, celles qui sont reconnues finalement. Alors que, évidemment, leur reconnaissance a été élargie, on parlait autrefois de beaucoup de culture savante de façon exclusive. Et puis on a ouvert vers les cultures populaires, certaines cultures populaires qui sont reconnues comme telles, comme faisant partie de la culture et d'autres moins facilement. Si par exemple on parle du hip-hop, qui est un exemple flagrant, c'est-à-dire qui ne faisait pas partie de ce champ de la culture et puis qui maintenant en fait pleinement partie. On pourrait citer plein d'autres cultures populaires comme ça. Donc cette exception un petit peu stricte et puis finalement assez ethnocentrée de la culture, c'est institutionnel aussi. Mais qui finalement est quand même la définition la plus courante encore aujourd'hui. Et puis évidemment, alors l'anthropologue que je suis va forcément ouvrir sur la culture, les cultures, voilà, la dimension culturelle dans une toute autre acception, mais qui paraît tout à fait aussi pertinente, surtout quand on parle d'objectifs de développement durable, de relations nord-sud, mais également de relations nature-culture. Puisque quand j'étais étudiante en anthropologie, Philippe Descola était très confidentiel, c'était l'élève de Lévi-Strauss, et seul un cercle d'anthropologues et de lettrés parlait de Philippe Descola. Aujourd'hui, il est dans toutes les radios, on l'entend largement dans les médias, il est extrêmement plébiscité, et pour cause, puisque depuis toujours, il travaille effectivement sur les relations nature-culture, et il met en exergue la façon dont nous les considérons de façon très clivée en Occident, ce qui n'est absolument pas le cas dans bien d'autres civilisations, et notamment les civilisations amazoniennes qu'il a pu étudier à la suite de Lévi-Strauss, et qui ne considèrent pas du tout les relations nature-culture ou humain-non-humain
on parle beaucoup aussi d'humain non humain, qui sont absolument importantes à considérer et changer son regard, changer son fusil d'épaule par rapport à cette vision-là. Donc on va pouvoir en parler aussi, c'est une autre façon d'aborder le sujet. Et puis la troisième chose que je vois, ce n'est absolument pas exhaustif, bien sûr, mais la troisième chose à laquelle j'ai pensé tout de suite quand on m'a demandé de parler de culture et de vous faire parler de culture, c'est la notion de droit culturel, qui certainement est une notion dont on parle de plus en plus et qui a vocation très certainement à justement venir pallier à cette fermeture de la définition stricte de la culture au sens premier dont je parlais tout à l'heure. Donc, est-ce que vous voulez vous emparer de ces trois définitions librement? Et là aussi. Après, tout à l'heure, vous parliez justement par rapport à la notion de nature-culture. C'est ça, oui. Finalement, la place de la nature dans notre culture. En Europe et dans les pays occidentaux, c'est pas du tout la même que dans plein d'autres régions du monde. Encore une fois, hein, on est dans un lieu qui, je trouve, est très éclairant sur la place de la nature dans notre culture. Alors, je sais pas, les caméras tournent pas, mais bon, les gens qui sont en visio voient un tigre au fond, un chameau, un dromadaire, pardon. Et je crois que ce que je disais tout à l'heure, c'était un peu ça, c'est que nous, on a tendance à observer la nature comme un objet un peu décentré par rapport à nous, un objet de curiosité. Tout à fait vérifié. Tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant dans une approche multi ou interculturelle, c'est justement de se décentrer un peu de cette approche et de cette perception culturelle des choses pour regarder la nature un peu différemment. Je pense que un des enjeux éducatifs, pédagogiques, il est là aussi. Tout à l'heure, je parlais on est passé de l'éducation à la nature ou de l'initiation à la nature. On parlait d'initiation à la nature, à l'éducation à l'environnement, parce qu'à un moment, on s'est dit, il faut intégrer une vision pas anthropocentrée justement, mais anthropique en tout cas, mettre l'homme un petit peu dans le paysage. Alors le problème, c'est qu'on a mis l'homme au centre du paysage. Et du coup, on était très anthropocentré. Et donc, voilà, quel service la nature peut rendre à la société. Je note au passage, on est dans une civilisation quand même judéo-chrétienne. Oui, complètement. C'est très judéo-chrétien. D'accord. L'homme est au centre. C'est ça, complètement. Et donc du coup, je pense que une des choses, un des enjeux, c'est d'essayer de se dire, d'essayer d'accompagner les publics sur sur une perception un petit peu différente et sur comment dire. Et je pense que du coup la démarche artistique elle peut amener parce qu'elle donne à voir autre chose. Elle donne à voir une autre position, un autre regard. Voilà, on se décale un peu pour observer les choses différemment. Et les expériences qui se déroulent en ce moment, je pense au parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui a développé tout un projet autour de la forêt d'art, le domaine départemental de Certes, enfin le conseil départemental aussi avec des résidences d'artistes. Il y a des structures comme le domaine d'Abadia au Pays Basque qui développent ça depuis très longtemps, qui s'appuient sur la création artistique pour faire bouger le regard, pour prendre un pas de côté et pour avoir une vision de la nature qui est une vision un petit peu différente et qui est pas juste un objet d'étude comme on a pu l'entendre et on a pu l'observer pendant très longtemps. Et je trouve que alors là on parle à la fois des différentes cultures, on parle de l'approche culturelle artistique, mais je trouve que c'est une association d'idées et de démarches qui permettent un autre regard. Ça peut être un autre regard sur la nature, ça peut être un autre regard sur l'ensemble des éléments qu'on va chercher à traiter à travers les objectifs du développement durable.
c'est regarder autrement les choses et sortir des habitudes d'apprentissage et des habitudes de méthodes de formation ou d'éducation qu'on a pu avoir jusque-là. C'est ça qui est intéressant. Et là, c'est peut-être justement ce que vous dites, c'est peut-être la relation aussi avec les pratiques artistiques, c'est en revenir à la sensorialité aussi. Complètement. C'est ça. Ressentir également ce qu'on appelle la nature de façon effectivement très figée, hein, parce que là, donc le réfuterait, mais ouais. Ce que nous avons l'habitude d'appeler la nature, effectivement, dont la plupart d'ailleurs du public jeune est coupé aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en exergue aussi, je pense. C'est-à-dire que de plus en plus de gens font peu l'expérience matérielle, physique, sensorielle de ce que peut être la nature. Et donc, on en parle de façon assez théorique. Et puis après, effectivement, il y a des méthodes d'approche applicative qui sont un peu trop distanciées et qui rendent les choses encore plus théoriques. Alors, comment sortir de cela? Donc, est-ce que, Tiffaine, le sujet... Alors moi le sujet, je voudrais en profiter parce que c'était à un moment donné une des questions qui avait été posée quand on préparait ce temps-là, c'était la question finalement de pourquoi la culture n'est pas dans les objectifs du développement durable. Oui, c'est la grande absente. C'est une des grandes absentes du voilà. Et les droits humains. Et c'est vrai que c'est par ce biais-là que je vais rentrer, c'est par le fait que finalement les objectifs du développement durable, par rapport à ce qui a été dit sur les objectifs et leurs intérêts, moi j'y vois encore un intérêt supplémentaire qui pour nous me semble-t-il est central. C'est le fait que c'est la première fois que l'humanité se donne un objectif commun et qu'elle propose à l'intégralité de ses composantes de le réaliser, que ce soit les États, que ce soit les associations, que ce soit les individus, que ce soit les entreprises, que ce soit les universitaires. Et donc, c'est quand même la première fois qu'on se dit, et si on faisait... Alors, non seulement on a construit ce texte en commun, mais au-delà du fait de l'avoir construit, on s'est dit, et si on allait tous viser dans la même direction, de manière à ce qu'on puisse enfin essayer d'avoir un impact sur ces problématiques sociales et environnementales qui nous attendent et qui sont énormes. Et donc c'est vrai que pour moi c'est aussi important parce que c'est pas anodin. Ces objectifs du développement durable, ils ont quand même eu l'avantage d'avoir été définis avec beaucoup de gens, d'être pour beaucoup de gens, mais l'inconvénient, c'est-à-dire que pour qu'on arrive à aboutir à un texte qui puisse être accepté au sein de l'ONU, il fallait aussi que ce soit un texte très consensuel. Et donc ce texte était très consensuel, et donc il y a des éléments qui sont justement pas du tout consensuels, qui font débat et sur lesquels qui sont très très largement absents. Oui, enfin, oui, la notion de développement durable. Parce que voilà, c'est un vocable qu'on utilise beaucoup justement voilà, pour ce genre d'espace-là, mais finalement que l'on réfute à chaque fois qu'on l'utilise. On commence par dire développement durable et après, tout de suite après, on dit mais avec telle limite. Et donc on se rend compte que bon, mais voilà, c'était pour moi important. Ce qui est tout à fait aussi, en tout cas, de toute façon. Après, c'est très intéressant parce que c'est une très bonne base d'échange aussi avec les publics avec lesquels on peut être amené à travailler sur ces objectifs du développement durable. Mais c'était aussi pour une entrée dans ces ODD par rapport à la question culturelle. Elles sont la culture au sens justement, alors pratique artistique est absente des ODD. Nous, la culture, la façon dont on entre dans la culture sur l'éducation et la citoyenneté mondiale et solidaire, c'est plus par l'entrée des droits culturels. Et finalement, c'est la question de toute cette question aussi de l'interculturalité qui est finalement au cœur de ce que l'on porte depuis tout le temps, parce que c'est au cœur de les rapports entre les êtres humains finalement, qu'ils soient proches géographiquement ou qu'ils soient éloignés. C'est vraiment ça qui est au cœur de de l'éducation qu'on porte, de la citoyenneté que l'on porte. Parce que c'est vrai que là aussi, on a fait, il y a eu une évolution des termes, on est passé d'éducation au développement. Et quand il y a eu une très très forte critique, et là, j'allais dire la solidarité internationale a été particulièrement impactée. Et c'est très très bien par tout ce qui s'est passé sur les questions climatiques, où on a commencé à voir, quand on a commencé à se dire, mais effectivement, on a un problème majeur il y a une vingtaine d'années sur cette question environnement, rapport à la nature, il va falloir qu'on modifie fondamentalement nos approches aussi des questions de solidarité internationale. Finalement, ça nous a obligés à remettre complètement en question le mot développement. Au niveau français, on est passé à la notion de citoyenneté.
sur cette notion qui était importante. On a voulu y laisser citoyenneté et solidarité internationale parce que on n'a pas parlé de l'histoire du mouvement de la citoyenneté et de la solidarité internationale, mais l'histoire, elle se passe au cœur justement des acteurs de la solidarité internationale et de la coopération dans cette histoire internationale et française. Et puis finalement, aujourd'hui, on a une acception européenne qui parle de citoyenneté mondiale et qui est bien comment est-ce que tous les citoyens du monde vont apprendre à vivre ensemble. Et au cœur de ça, la question de l'interculturalité, la question des cultures et donc bien sûr la question des droits culturels. Et c'est pour ça que pour nous, l'entrée culturelle, elle se fait plus par ce biais-là. Alors je sais pas si, parce que moi c'est une notion finalement qui était assez qui était encore assez compliquée parce qu'elle est effectivement complexe et puis elle pose la question de la pratique artistique de façon complètement différente. On parle effectivement de droit culturel, on parle pas de pratique artistique obligatoirement. Je veux dire, c'est ça aussi qui est intéressant dans cette approche-là. Et juste alors avec mes mots, j'espère que je vais en choquer personne, mais c'est vrai que cette notion de droit culturel qui est la possibilité de considérer que chacun est porteur finalement d'une culture qui est empreinte de sa religion, de ses pratiques culinaires, de son histoire, du territoire dans lequel il a été, enfin de tout ce qui fait finalement que l'on est sujet, et qu'à un moment donné on rentre en contact avec quelqu'un et c'est effectivement, on parle de cette question du moment où on devient humain, où on construit notre humanité, justement grâce à tout ça. Et moi, c'est là-dessus qu'on s'appuie finalement sur cette citoyenneté mondiale et solidaire, sur le fait de dire que on est tous porteurs finalement de notre culture, et c'est dans la rencontre avec l'autre que justement c'est intéressant de construire tout ça. Et la pratique artistique, elle trouve une place majeure et elle est de plus en plus importante aussi. Enfin, pas de plus, mais elle a toujours été importante sur ces pratiques de solidarité et de citoyenneté mondiale, parce que on se rend compte que c'est un axe très intéressant par lequel on peut échanger. La danse, la musique. On a vu effectivement, on prenait l'exemple du hip-hop, on prenait l'exemple du graphe. Il y a tellement justement de choses qui nous permettent de faire humanité et de faire monde à travers ces pratiques artistiques. Avec les pratiques artistiques, effectivement, on est au cœur de cette éthique de la relation, puisque ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, c'est vrai qu'on parle de relations entre humains, mais de relations aussi avec les non-humains, puisqu'effectivement, dans les ODD, il y a plusieurs ODD qui sont centrés sur la protection de la biodiversité. Donc effectivement, on est sur cette version écosystémique, en fait, selon le terme un petit peu utilisé à toutes les sauces, mais là, on est vraiment au cœur de ça. C'est-à-dire les 17 ODD donc, perçus dans leur transversalité qui doivent tenir compte justement du fait que l'homme est au centre d'un écosystème, donc il n'est pas... Enfin, quand je dis au centre, non, justement, c'est exactement le contraire de ce que je voulais dire. Fait partie de cet écosystème, mais il n'en est pas du tout le détenteur ou n'occupe pas la place centrale en tous les cas. Juste puisque apparemment la table ronde va bientôt se terminer, je me permets juste de prendre la parole de 3 minutes pour parler de notre projet Écocito qui vient de se terminer, donc un projet qui a duré 20 mois, un projet Erasmus+, donc de type dialogue structuré. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le dialogue structuré a pour but de mettre en relation des jeunes entre 13 et 30 ans, alors dans le cadre d'Erasmus en tout cas c'est entre 13 et 30 ans, avec des décideurs et des experts politiques. La visée, évidemment, c'est de travailler de façon la plus horizontale possible pour travailler sur les politiques publiques et, si possible, infléchir les politiques publiques locales, nationales, à toutes les échelles, jusqu'au niveau européen, pourquoi pas. Et donc, on a travaillé sur ces questions de justice sociale et environnementale à travers donc, une lecture critique des ODD et au-delà des ateliers qu'on a pu faire sous forme d'enquête, puisque les anthropologues affectionne particulièrement les enquêtes et que je les ai initiées à l'enquête parce que c'est aussi une façon d'apprendre à apprendre et d'être actif dans l'apprentissage. Cette enquête nous a mené tout doucement, je travaillais avec un metteur en scène et un cinéaste. Alors, il n'y aurait pas eu le Covid, il était question de faire un spectacle et un film. Nous nous sommes adaptés à la crise sanitaire, c'est-à-dire au lieu de renoncer, finalement, on a fusionné théâtre et cinéma. Donc on a travaillé sur l'écriture d'un film avec les jeunes, sur la répétition, puisque une certaine partie d'entre eux donc, ont joué les rôles qu'ils avaient eux-mêmes écrits, et puis ensuite ont participé à filmer, en fait, à réaliser ce film, qui d'ailleurs sera sur les plateformes bientôt, je l'espère. Cette semaine, il sera terminé, il sera sur les plateformes d'ici quelques semaines au plus tard.
Et il s'appelle donc Méduse 2051. Il s'agit d'une dystopie. Les jeunes ont voulu inventer que se passerait-il si finalement on n'agit pas ni socialement ni environnementalement. On est en 2051, c'est-à-dire dans 30 ans, et nous n'avons absolument pas agi. Bien au contraire, la situation s'est considérablement empirée. Donc ça commence par une dystopie. Et puis ils ont voulu, et je suis tout à fait, je leur sais gré de ça, pour ne pas rester sur une note totalement désastreuse et chaotique, sur finalement une utopie. Donc il y a une césure dans le film radicale, et on bascule vers quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du plaidoyer en fait. Un plaidoyer très particulier puisqu'il s'inspire de la tirade des non-merci de Cyrano de Bergerac, qui tirade en 2 temps où Cyrano explique détaille finalement tout ce qu'il aborde et tout ce qu'il rejette, pour ensuite parler de tout ce qui lui tient à cœur, de tout ce qui l'anime en fait. Voilà, et les jeunes se sont emparés avec bonheur de ces tirades et ont fait des textes absolument beaux, en tout cas c'est notre avis, on était tous très contents de cela. Et donc, qu'est-ce que justement ces pratiques artistiques ont permis au-delà des ateliers que j'ai pu mener avec eux, qui avaient plus une teneur scientifique, on pourrait dire? Eh bien justement, c'est cette éthique de la relation en fait. C'est-à-dire c'est cette réflexivité entre on agit sur quelque chose qui est de l'ordre de la relation humain, non humain, écosystème, etc. Mais de façon à mettre les gens en relation. Et de façon d'ailleurs horizontale, puisque les enseignants se sont prêtés au jeu, donc ils étaient participants. Alors nous c'est le contraire, c'est pas comme ce que vous disiez Tiffany, on demandait en fait, dans le cadre d'Erasmus c'était même un impératif, c'est-à-dire que les enseignants devenaient participants au même titre que les autres. Voilà, on était tous ensemble, donc les enseignants perdaient leur statut quelque part, même si bon, c'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile à faire. Mais en tout cas, ils ont participé, certains ont même joué d'ailleurs, ont répété avec les jeunes. Et donc, il y avait effectivement le fait de casser comme ça ces relations hiérarchiques, de pouvoir entrer en relation les uns avec les autres, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, même dans un lycée, même dans une même classe, parfois, il y avait des gens qui ne s'adressaient pas la parole, ou qui ne connaissaient pas du tout. On a travaillé notamment avec une classe assez cosmopolite, mais finalement, les uns ne savaient absolument pas ou pratiquement rien de la culture des autres. Donc ça leur a permis de découvrir l'autre d'une façon complètement inédite. Et puis, pour en revenir à Cynthia Fleury, il y a ce qu'elle appelle l'imagination vera, c'est-à-dire une façon autre d'arriver à un régime de vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas que le discours scientifique, encore moins les discours médiatiques qu'on voudrait nous présenter comme un régime de vérité qui, comme on le sait, ne l'est pas toujours, voire rarement. Et que finalement, la mise en récit, la créativité, etc., peut être une autre façon d'accéder au réel, qui est extrêmement importante, qui est extrêmement émancipatrice aussi pour l'individu. Et donc, c'est ce qu'on a voulu expérimenter. Et là, nous sommes en train d'écrire un projet avec un groupe de jeunes qui est fidélisé, qui veut absolument continuer avec nous, et où justement on va essayer d'aller plus loin dans cette citoyenneté à travers l'attention et le soin, en fait. Mais qui ne serait pas juste de jolis mots, mais vraiment le mettre en pratique. Voilà. Est-ce que vous voulez conclure l'un et l'autre ? Puisque nous sommes un petit peu contraints par le temps, je crois qu'il va falloir. D'accord, mais juste 2 mots pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Je crois que ce qui contribue beaucoup à émanciper nos publics, quels qu'ils soient, c'est la dimension de projet que vous avez abordée finalement. Et conduire un projet collectivement, je crois que ça contribue quand même grandement l'appropriation de ces objectifs, et je crois que nous, notre rôle d'éducateur, il est dans l'accompagnement de ces projets, et en laissant une liberté d'expression et de combinaisons possibles importantes au public en marche, si je puis dire. Merci. Moi, je vais juste conclure en un mot sur les objectifs du développement durable. Je crois que ce qui est important aussi, c'est d'accompagner aussi les personnes avec qui on parle de ce cadre qui est quand même très très complexe, qui est très difficilement réappropriable par le citoyen. Donc, je pense qu'on a un double exercice à faire à travers ces objectifs du développement durable, c'est de montrer la formidable
avancée qu'il a permis, justement en décidant qu'on allait tous dans la même direction et qu'on essayait de construire un objectif commun. Mais par contre, en étant aussi en capacité de leur dire, mais attention, c'est pas une fin en soi, et qu'il faut qu'on la dépasse, et qu'on a besoin aussi de dépasser ce texte, et pour relever les défis de demain, on a besoin d'aller au-delà. Et donc moi, c'est juste là-dessus, par rapport aux objectifs, que je voudrais terminer. D'accord, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vous remercie. Au revoir.